Pour qui, pourquoi encore risquer sa vie aujourd'hui? Pour sa famille, pour ses proches, mais plus pour son pays, plus vraiment. C'est ce qui ressort d'une vaste enquête réalisée par les radios de service public en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, en Allemagne, en Autriche, en Pologne, en Roumanie et au Sénégal aussi, en cette année de commémoration du 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. Les quelques 20 000 personnes interrogées montrent clairement que l'engagement politique et militant n'est plus ce qu'il était au siècle dernier. Alors où pas mal de jeunes Européens s'engagent pour le djihad, c'est un résultat qui peut paraître quelque peu paradoxal. On en parle ce matin avec un philosophe, quelqu'un qui est très préoccupé aussi de questions d'éthique, membre de la Commission nationale d'éthique, François-Xavier Putala. Bonjour. Bonjour Simon Maté-Doré. Merci beaucoup d'être notre invité jusqu'à 8h. On va parler de ce sondage proprement dit dans quelques instants, mais peut-être l'actualité qui nous rattrape et qui rejoint cette thématique au fond. Il y a l'affaire de ce présumé tueur du musée juif de Bruxelles. Il a été appréhendé vendredi dernier. Il aurait fait une année de djihad, justement de djihad en Syrie. Comment comprenez-vous ces jeunes Européens qui n'hésitent pas à s'engager pour le djihad et peut-être nécessaire, tuer ceux qu'ils considèrent comme les ennemis de l'islam? Quelle forme d'engagement est-ce ça? D'abord, il semble que ce tueur présumé ne soit pas allé en Syrie pour de nobles causes, c'est-à-dire défendre des situations ou des personnes ou des peuples qui sont en situation de guerre. Il est allé là-bas vraisemblablement s'entraîner. Et quand il revient en Suisse, il semble qu'il y en ait 500 ou 600 Français qui seraient susceptibles de revenir en Europe. Ils ne s'engagent pas pour de nobles idéaux, pour la justice, mais ils font des crimes qui sont proprement odieux, antisémites en l'occurrence. Et puis, ce sont des gens qui ont un casier judiciaire assez lourd à bien des égards. Et dans ce sens-là, ils ont, en prison eux-mêmes, éprouvé une sorte de radicalisation des thèmes. Donc, il ne faut pas confondre partir et se battre pour des idées, des nobles causes, ou mais des causes pas nobles, et ici, pour des crimes, ou alors risquer, et c'est le thème du sondage, risquer sa vie en la donnant pour des personnes. Oui, alors c'est la différence entre la notion de sacrifice et peut-être celle d'engagement extrême. On est là, on est dans cet interstice-là. Bien sûr qu'on est dans cet interstice. Il n'y a finalement au cœur de nos sociétés qu'une seule grande valeur qui vaille, et le sondage le met en évidence, ce sont des personnes. Il ne s'agit pas de risquer sa vie pour n'importe quelle activité, parfois. Alors bien sûr qu'on prend des risques, et je crois que vous-même, je l'ai entendu plusieurs fois sur les ondes, vous faites du vélo, il y a du risque. J'étais hier après-midi encore en montagne, il y a toujours des risques. Donc il ne s'agit pas de vivre dans un milieu feutré, pantouflard devant la télévision ou en écoutant la radio, ça c'est certainement un fait, mais il n'y a qu'une seule valeur qui vaille, ce sont des personnes, parce qu'il y a une éminente dignité des personnes, et le sondage l'a montré, dans tous les pays, la valeur qui vient en premier, ce sont les proches, c'est-à-dire ce sont les personnes. Et plus loin, pour faire le lien avec ce que vous dites, évidemment les conditions de vie des personnes, c'est-à-dire la justice, la paix, ce qu'on appelle le bien commun. Oui, ce sont les personnes, c'est peut-être cette notion de fraternité ou de famille qui ressort. On ne risque plus sa vie pour son pays, en tout cas en Suisse, en Belgique, en France, au Canada. C'est un peu différent en Pologne. On ne risque plus sa vie pour son pays. Comment l'expliquez-vous? Alors, il y a certainement une privatisation. Le 19e siècle a connu la privatisation des religions, qui est devenue une affaire privée, et parfois à outrance. Eh bien, je pense que le 20e siècle, 21e siècle assiste à quelque chose qui est, à mon sens, déplorable. C'est une privatisation de la morale. Et c'est paradoxal, c'est que d'un côté, on se réfugie sur des valeurs privées, donc la famille, qui sont des valeurs tout à fait, bien sûr, honorables et premières, et d'un autre côté, on voit bien que on est en train de moraliser ou de faire de l'éthique dans tous les domaines de la vie. On entendait ce matin la question des banques et du Crédit Suisse. Faut-il, en plus de l'amende payée par le Crédit Suisse, faut-il imposer ce montant? Et cette moralisation qu'on retrouve partout est assez paradoxale, c'est-à-dire dans un sens on veut la privatiser et on remarque que la morale ne peut pas être privée. Elle est collective forcément, la morale? C'est une notion qui est de facto collective? Elle est aussi collective parce que lorsque je parle de personne, j'ai bien employé le mot personne et non pas individu.
Et le problème qu'il y a chez nous, c'est l'individualisme, alors que la personne est par nature sociale. Comment voulez-vous vivre dans une société qui ne soit pas faite de paix, de justice et donc de bien commun, qui est la condition même pour que les personnes puissent s'épanouir. Et donc la dérive à laquelle nous assistons dans cette privatisation est une sorte d'individualisation ou d'individualisme. Et que voulez-vous, lorsqu'on compresse le ressort dans un sens, il y a des mouvements de décompression du ressort, mais alors extrêmes, tels que ceux que l'on a vus, et des gens qui disent mais pourquoi est-ce que je vis, et je vais essayer d'aller vivre pour des causes, mais qui sont en l'occurrence aberrantes, parce qu'elles ne contribuent pas à la justice et à la paix, mais à des crimes odieux tels que cette tuerie du musée de Bruxelles. Oui, la privatisation de la morale, on va retenir le terme. On peut dire aussi la sécurité, ou disons la lutte contre l'insécurité, ce qu'on désigne souvent comme l'insécurité. Est-ce que la sécurité, c'est pas devenu la valeur cardinale pour tout le monde, qui remplace justement cette notion de sacrifice de soi ou de sa famille, etc. Alors, il y a deux choses dans votre question. Il y a d'abord la notion de sécurité. Le paradoxe de l'être humain, et cela date de 2500 ans et même davantage, c'est le suivant. C'est que si vous demandez aux auditeurs, vous demandez à vous-même ou à moi-même, qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie, inexorablement, nous arrivons autour d'une personne que nous aimons. Le cas échéant, au moins soi-même. Ça veut dire, c'est évidemment les personnes que nous aimons, mais en même temps, l'autre aspect, c'est qu'on se rend compte qu'une vie qui serait ultra sécuritaire, c'est-à-dire qui ne prend pas de risques, à bien des égards, n'est pas une vie réussie. Faites un sondage et demandez qui sont les grands exemples de la vie, vous trouverez inexorablement Martin Luther King. Des gens qui se sont sacrifiés. Donc des gens... Pas qui se sont sacrifiés, ce serait présomptueux de se sacrifier. Il faut pas aller à la mort. Enfin, qui sommes-nous ? C'est facile de répondre à un sondage. Enfin, le sacrifice peut être relatif, ça peut être le sacrifice de sa réputation, de sa carrière, de son job, etc. C'est voilà, pas forcément exactement. la mort, c'est pas le sacrifice ultime forcément. Pas sacrifice ultime. Voilà pourquoi la question qui est dérangeante dans votre sondage et qui est assez magnifique, pourquoi risqueriez-vous votre vie, mériterait alors d'être beaucoup plus dérangeante et que l'on pose à chacun aujourd'hui, aux auditeurs, mais pourquoi avez-vous déjà aujourd'hui donné votre vie ? Et donner sa vie, c'est évidemment pas forcément être un héros et à la guerre, c'est donner sa vie quotidiennement par des actes, des petits actes de justice. Et vous, François-Xavier Putalard, je vous renvoie la question. Vous dites, elle n'est pas trop bien formulée. Pourquoi avez-vous déjà donné votre vie Mais alors, un exemple pour rester votre travail, votre famille. Mais c'est évidemment la famille, et notamment quand on se lance... On revient à la famille, mais vous décriviez cette notion à l'instant. Hein. Non, je la décris pas. Je la mets au centre, mais je la relativise avec d'autres aspects. D'accord. Mais j'entends donner sa vie pour les gens qu'on aime. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on s'engage avec quelqu'un pour la vie, qui est certainement pas quelque chose de facile, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On défait ses valises et on jette les valises et on part pour l'aventure. Et si ça c'est pas donner quelque chose de sa vie, je ne comprends pas. La deuxième chose, évidemment, ce sont des engagements pour la justice. Alors, modestement, chacun fait ce qu'il peut. Ce sont des petits actes de justice, des petits actes de paix dans le quotidien, ou alors, c'est beaucoup plus grave, des petits actes de lâcheté qui fait que le jour où, par malheur, nous nous trouverions dans une situation extrême, toute cette personnalité que nous avons construite durant toute notre vie va comme éclater au grand jour. Et c'est ce qu'on appelle les témoins, ou que les traditions religieuses appellent les martyrs. Mais j'insiste sur un point, il ne faut pas aller au martyr, il ne faut pas aller au sacrifice, ce serait de la présomption. Mais qui sommes-nous pour penser que nous allons être des héros à ce moment-là ? Vous parliez de l'homme qui est un animal social. On assiste depuis une dizaine d'années à la montée en puissance des réseaux sociaux. Un clic sur les réseaux sociaux pour une cause ou pour une autre, est-ce que c'est pas ça qui remplace aussi le don de soi, le militantisme, voire même une certaine forme de sacrifice ? On clique et puis on s'engage comme ça sans s'engager. Alors, bien sûr, ça risque d'être plus facile d'avoir 800 ou 2000 amis sur des réseaux sociaux et puis de ne pas s'entendre avec les voisins ou les collègues qu'on rencontre tous les jours. Hein. Je reviens à la notion centrale, parce que ça va être le leitmotiv de mon intervention. C'est ce qui vaut la peine, ce sont des personnes. Et les personnes, ce ne sont pas des idées abstraites. Brassens disait mourir pour des idées... Mais de mort lente. Mais de mort lente. On ne meurt pas pour des idées. Les idées, ça n'existe pas. Ce sont des moyens pour comprendre la réalité. On risque sa vie ou on donne sa vie pour des personnes qui existent. Et la première chose qui existe et que nous rencontrons chez des personnes,
c'est leur aspect physique, le corps fait partie intégrante de la personne. Donc la rencontre ne se fait pas d'abord par le virtuel qui est déréalisé, mais par la rencontre physique. Oui, les idées n'existent pas, j'aime bien cette notion. On a quand même, ce qui frappe quand même dans les réponses qu'ont données les Allemands et les Polonais, c'est des choses différentes des Suisses et des Français. Pour l'Allemagne, c'est la paix qui vient en priorité derrière la liberté. Et les Polonais, eux, sont significativement plus nombreux que les autres à être prêts à donner, à risquer leur vie, leur pays pour leur pays ou pour Dieu. Comment vous comprenez ça? C'est le poids de l'histoire? Bon, il y a évidemment le poids de l'histoire. Je veux dire que l'histoire allemande est d'une lourdeur et puis d'un héritage lourd à supporter. Quant à la Pologne, on ne peut pas négliger l'aspect religieux. La religion n'a pas été privatisée en Pologne. Et dans ce sens-là, elle déborde sur la vie publique, mais quotidiennement. Maintenant, quand on parle pour Dieu et que j'ai dit, on met au centre des personnes, évidemment, Dieu, si c'est une idée, alors mieux vaut partir de l'autre côté. Mais si Dieu est une personne, elle est la personne qui mérite, si vous voulez, le plus d'amour, c'est-à-dire le plus le don de soi. Et c'est peut-être cet aspect, dans une société comme la nôtre, qui est malade de relativisme, où on confond ce que l'on pense de Dieu, c'est-à-dire et des religions, et d'autre part la réalité même de Dieu, c'est-à-dire finalement il y a toujours entre des personnes des rencontres, que ce soit des personnes, des proches ou des voisins, et bien la même chose, il n'y a de religion qui vaille que s'il y a une rencontre avec Dieu et pour le christianisme avec Jésus, qui est corporel et physique lui aussi. Cette société malade de relativisme, dites-vous, François-Xavier Putala, certains estiment que n'être sensible qu'à la valeur du jour, bon, au fond c'est ça un peu le relativisme, c'est nous préparer, c'est se préparer à un monde totalitaire, est-ce que c'est vrai? À coup sûr, hein, les études ont montré que plus on va vers l'individualisme, plus on perd la notion d'unité du peuple et on la remplace par la masse. Et la masse est, hélas, facilement manipulable. Donc, le relativisme n'est pas exactement ce que vous dites. Le relativisme, c'est de penser qu'il n'y a de valeur et de vérité que celle qui est subjective et celle que je pense. Hein, oui, ça. Je faisais un raccourci, mais c'est au fond un peu ce qu'éprouvent les gens qui cliquent tout le temps, etc. Et c'est leur propre vision des choses maintenant. Oui. C'est nous. Oui, certainement, parce que j'évoquais tout à l'heure le paradoxe de l'être humain qui, d'un côté, veut défendre sa vie. Alors, bien sûr, la vie humaine ou la personne humaine est ce qu'il y a de plus important, mais si on entend par la vie humaine les valeurs qu'on va appeler périssables, l'argent, le plaisir, qui sont toutes des valeurs, hein, soit dit en passant, mais si on les idolâtre, alors à ce moment-là, il est faux que la vie humaine soit ce qui est le plus important. Et c'est ça la dérive sécuritaire, c'est qu'on confond. Enfin, il y a une tendance relativiste et matérialiste, c'est qu'on réduit la personne humaine uniquement à son substrat matériel. Et donc, ce sont finalement les valeurs individualistes et matérielles qui dominent.